Bonjour, ce cours est destiné à la première année baccalauréat sciences expérimentales, option française, et on va faire la communication nerveuse. Alors toujours dans le cadre de la troisième unité, aujourd'hui on va commencer le deuxième chapitre, la communication nerveuse. Et dans cette première vidéo, on va commencer par les propriétés du nerf. Mais avant de passer au cours, on va faire un petit rappel à propos du système nerveux. Donc, on va essayer de se rappeler des composantes du système nerveux et de ses rôles. On commence par ce schéma que vous avez déjà vu auparavant en troisième année collégiale normalement. Alors, si je vous demande quelles sont les composantes importantes du système nerveux, donc voilà, c'est ce que vous avez ici. Alors, en haut, vous avez l'encéphale, dimère, et on a la moelle épinière, nukhah shawki, et on a aussi les nerfs, l'asab. Maintenant, pour le rôle du système nerveux. Alors, en général, le système nerveux va nous permettre de rester informés des différentes modifications de notre environnement externe. Et on va prendre ici l'exemple de la peau comme organe de sens. Donc, les autres organes de sens, vous avez les yeux, les oreilles, la langue et le nez, donc qui vont nous permettre de détecter les différents signaux du milieu externe. Alors, on a pris l'exemple de la peau qui va dans ce cas recevoir une stimulation externe, que ce soit de la douleur, de la chaleur, etc. Et bien, après cette stimulation, au niveau de la peau, il y aura naissance d'un influx sensitif, suyala hissiya. Cet influx sensitif, grâce au nerf et à la moelle épinière, les nerfs ici représentés en bleu et la moelle épinière ici, donc cet influx nerveux sensitif sera transmis et transporté vers le centre nerveux. Là, le centre nerveux, c'est l'aire sensitive au niveau de l'encéphale, au niveau du cerveau. Et donc, le rôle du centre nerveux, ou bien ici de l'aire sensitive, eh bien, c'est d'analyser le message reçu à travers l'influx sensitif ici, pour donc donner et expliquer la nature de la sensation. Maintenant, le deuxième rôle du système nerveux, donc il y a aussi la motricité volontaire, quand on décide de faire un mouvement. Alors là, dans ce cas, le contraire. La décision, ça veut dire le message nerveux, va naître au niveau de l'encéphale, et plus précisément au niveau de l'aire motrice, الباحة الحركية. Après, le message sera transmis donc sous forme d'influx moteur, cette fois-ci, suyala harakia, et sera donc transmis de l'aire motrice à travers la moelle épinière, puis à travers les nerfs, vers l'effecteur dans ce cas qui est le muscle, qui va donc répondre en se contractant et en nous permettant donc de faire les mouvements volontaires. Et ainsi, on commence le chapitre d'aujourd'hui, la communication nerveuse. Tawasul al-asabi. Alors là, vous avez l'introduction. Je vous laisserai le soin de lire l'introduction, ainsi des questions donc, auxquelles on va répondre dans le cours. Vous avez quelle est la nature du message nerveux et comment se fait la réponse nerveuse, quelles sont les structures qui assurent la transmission des messages nerveux et comment se fait la communication nerveuse. Et comme j'ai dit dans cette première vidéo, on va commencer par les propriétés du nerf. Et vous avez ici en petit 1 la mise en évidence des propriétés du nerf. Là, ce premier document, vous l'avez sur votre cahier d'activité. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo, prendre votre document, le lire, essayer de le comprendre. Et après, on va répondre à la question. Interpréter la réaction de la patte de grenouille et déduire les propriétés du nerf sciatique. Dans ce premier document, on a chez une grenouille préalablement décérébrée et démédulée. Décérébré, c'est-à-dire qu'on lui a détruit le cerveau, et démédulé, on lui a détruit la moelle épinière. Alors, pourquoi on va utiliser une grenouille chez qui on a détruit le cerveau et la moelle épinière à votre avis? Alors, essayez de réfléchir à la réponse en passant aux étapes suivantes. Donc, par la suite, on a coupé à l'aide d'une pince et des ciseaux délicatement dans le sens de la longueur le muscle de la cuisse, donc à ce niveau-là.
On a écarté les chairs pour observer le fémur, un muscle qui est un peu plus profond au niveau de la cuisse. Et en dessous du fémur, repérer un cordon blanchâtre, c'est le nerf sciatique. Voilà, c'est ce que nous cherchons au niveau de la cuisse. Et attention de ne pas l'arracher ni le couper. Par la suite, on va dégager le muscle gastronémien en prenant la précaution de ne pas le léser. Là, vous avez le muscle gastronémien à ce niveau, donc au niveau du mollet. Voilà. Alors, je rappelle, le nerf sciatique, il est là. Et le muscle gastronémien, il est ici au niveau du mollet. Alors, un choc électrique, stimulation, porté sur le nerf sciatique. Voilà. Donc, grâce à ces pinces, à ces électrodes, on a pu réaliser la stimulation au niveau du nerf sciatique. Ça va engendrer un tremblement bref de la patte provoqué par la contraction du muscle gastronémien innervé par le nerf sciatique. Alors, en appliquant une stimulation à ce niveau, on observe que le muscle gastronémien, à ce niveau-là, il tremble. Ça veut dire qu'il a reçu un message nerveux qui a été donc transmis par le nerf sciatique. Alors là, on a ajouté les excitants des nerfs sont nombreux et variés. Là, vous pouvez lire par la suite les différents types de stimulation. Et là, pour répondre à la question posée précédemment, pourquoi on avait décérébré et démédulé la grenouille sur laquelle nous travaillons, eh bien la réponse, elle est là. Donc, quand on a stimulé le nerf sciatique et on a eu la réponse au niveau de ce muscle, cette réponse, cette contraction du muscle, est-ce que c'est le résultat de cette stimulation du nerf sciatique ou est-ce que c'est la grenouille qui a réalisé un mouvement volontaire? Alors là, puisqu'on avait détruit le cerveau et la moelle épinière, on n'a pas le droit de dire que la grenouille a réalisé un mouvement volontaire. Et là donc, on peut conclure que ce muscle gastronémien s'est contracté suite donc à la stimulation du nerf sciatique. Et de là donc, on va déduire les deux propriétés du nerf sciatique. Dans ce cas, c'est l'excitabilité. Il est excitable, on a pu le stimuler et l'exciter, et il est conductile. Conductible, c'est-à-dire la conductibilité, ça veut dire qu'il peut conduire, après avoir été stimulé, il a pu conduire l'influx nerveux vers les muscles qu'il innerve. Et là donc, pour mieux comprendre ces deux propriétés, et surtout l'excitabilité, il faut savoir comment on peut enregistrer cette excitation au niveau du muscle, à l'aide de quel matériel, et ce message nerveux, ça correspond à quoi exactement? Alors là, on va commencer par comment on peut enregistrer l'excitation du nerf. Et là, donc, on va voir les dispositifs expérimentaux pour enregistrer les phénomènes électriques du nerf. Vous avez le document 2 et nous avons deux dispositifs. Vous avez ici l'oscilloscope cathodique. Donc là, encore une fois, essayez d'arrêter la vidéo, de prendre le document et de le lire. Là, je passe directement au schéma. Comme vous voyez ici, vous avez la fibre nerveuse que nous allons stimuler grâce à ces deux électrodes stimulatrices, grâce à un générateur. Là donc, après la stimulation, on aura la naissance d'un message nerveux au niveau de cette fibre et ce message sera transporté par la fibre nerveuse et cette transmission, le passage de ce message nerveux sera détecté par ces deux électrodes réceptrices R1 et R2. Et ces électrodes, bien sûr, comme vous voyez ici, sont liées à l'oscilloscope cathodique. Au niveau de l'oscilloscope cathodique, vous avez ici le tube cathodique qui donne naissance à un faisceau d'électrons par chauffage d'un fil appelé ici cathode. Et ces électrons, comme vous voyez ici, ils vont tomber, voilà, sur un écran fluorescent, voilà l'écran, en marquant un spot, un point, et c'est le déplacement de ce point sur l'écran qui va nous donner ces différentes oscillations qui représentent le message nerveux. Voilà. Alors pour les autres constituants, vous avez ici deux plaques verticales avec une différence de potentiel électrique entre elles. Et ces deux plaques, c'est elles qui vont permettre le déplacement horizontal du spot.
pardon, verticale du spot. Là, vous avez les plaques horizontales. Elles sont aussi reliées à une électrode réceptrice et elles vont permettre le déplacement vertical du spot lumineux. Et comme résultat, on aura l'enregistrement du message nerveux sur l'écran de l'oscilloscope. Et là, vous avez la photo d'un oscilloscope cathodique qui représente alors les variations du potentiel électrique du nerf en fonction du temps. Maintenant, on passe au deuxième dispositif, l'EXAO. Donc, c'est l'expérimentation assistée par ordinateur. Voilà. Là donc, ça permet la réalisation des expériences sur des nerfs d'animaux invertébrés et ça facilite l'acquisition des données et le traitement des résultats. Donc là, vous pouvez prendre le document, arrêter la vidéo, essayer de lire les données que vous avez ici. Donc moi, je passe directement au schéma. À ce niveau-là, 1, vous avez un nerf isolé, là en blanc, 2, cuve à nerf. Donc un récipient où on a déposé le nerf dans un liquide physiologique, etc. 3, vous avez les électrodes stimulatrices, S1 et S2. Donc c'est à ce niveau où on aura la stimulation du nerf. Par la suite, au niveau de 4, vous avez les électrodes réceptrices. Réceptrices de quoi? Du message nerveux qui va naître ici à cause de la stimulation et qui sera transmis tout au long du nerf dans ce sens. Et donc, son passage à travers le nerf sera enregistré grâce à ces électrodes réceptrices que vous avez ici. Et du coup, comme vous voyez ici, les électrodes sont liées à 5 interfaces et par la suite à 6 l'ordinateur. Et donc, j'aurai le résultat sous forme d'un graphe au niveau de l'ordinateur. Là, il faut noter que ce dispositif, l'Exao, il n'est pas utilisé uniquement pour l'enregistrement des potentiels d'action au niveau des nerfs, mais au contraire, il est utilisé pour n'importe quel phénomène biologique que nous voulons analyser. Et là, vous avez un exemple d'un hexao, expérimentation assistée par ordinateur. Donc, dans ce récipient, il y a les réactions qui se font, il y a le phénomène qu'on veut étudier. Là, vous avez l'électrode qui est liée donc à ce dispositif, lui-même lié à l'ordinateur. Et sur l'écran de l'ordinateur, on peut lire les résultats sous forme de graphes ou de tableaux. Maintenant, après avoir vu les différents types de dispositifs qui nous permettent d'enregistrer les phénomènes électriques du nerf, on va passer aux conditions nécessaires pour une excitation efficace au niveau du nerf. Et vous avez ce document. Alors, essayez d'arrêter la vidéo et de lire le document. Alors là, sur ce premier document, vous avez les caractéristiques de l'excitabilité d'un nerf. Là, les courants électriques de toute forme doivent donc posséder une certaine intensité pour exciter la fibre nerveuse. Alors là, vous avez un ensemble de termes. Donc, vous allez lire la définition. Donc, vous avez l'aréobase, la chronaxie et le temps utile. Et vous avez la définition de chaque terme ici. Donc, je vous laisserai le soin de lire les définitions et essayer de comprendre. Moi, je vais passer directement à la manipulation. Alors, cette expérience est réalisée sur la patte de crabe. Alors, on va arracher l'une des pattes de crabe, désarticuler entre le deuxième et troisième segment, plier l'articulation et puis tirer délicatement pour qu'on puisse voir le nerf. Et là donc, je vais vous montrer comment se fait donc le résultat de cette expérience rapidement. Et là donc voilà, vous avez le nerf à ce niveau-là, dans la patte du crabe. Et là donc, en désarticulant entre ce segment et ce segment, en faisant attention délicatement, on peut libérer donc facilement ce nerf. Et l'expérience suivante, on va la faire donc sur ce nerf. Les stimulations, etc. vont se faire sur ce nerf-là. Par la suite, mettre le nerf dégagé dans du liquide physiologique, eau de mer, puis le mettre dans une table. En dessus, on va mettre des électrodes excitatrices.
d'une part et réceptrice d'une autre part. Donc les électrodes excitatrices vont stimuler le nerf et on va enregistrer la réponse du nerf, donc le potentiel électrique, grâce aux électrodes réceptrices. Donc voilà, le nerf est ensuite stimulé par les électrodes et par des chocs électriques d'intensité et de durée modifiables. Pourquoi on va modifier à chaque fois l'intensité et la durée de la stimulation? Donc on va les faire varier progressivement jusqu'à l'obtention d'une réponse. Et la réponse dans ce cas, elle est appelée potentiel d'action. Voilà, c'est la réponse du nerf à la stimulation. Alors les résultats sont sur ce tableau. Là, vous avez l'intensité d'excitation en millivolts et en dessous, vous avez les durées en millisecondes. Ça veut dire, là par exemple, l'intensité de l'excitation, elle est de 250 millivolts. La durée en millisecondes, elle est de 1,1 millisecondes. Ça veut dire que pour 250 millivolts, si je veux avoir une réponse au niveau du nerf, je dois maintenir la simulation pour 1,1 millisecondes. Là par exemple, on va élever l'intensité de l'excitation à 300 millivolts et comme vous voyez, par contre, la durée va baisser. Alors pour 300 millivolts, je dois maintenir la simulation uniquement 0,8 millisecondes. Si c'est moins que 0,8 millisecondes, je n'aurai pas de réponse au niveau du nerf. C'est à partir de 0,8 millisecondes pour une intensité de 300 millivolts que j'aurai une réponse sur le nerf. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez donc voir à travers le graphe. Là, vous avez dans la première question réalisé la représentation graphique de la variation de l'intensité de la simulation en fonction de la durée de la simulation. Ça veut dire que vous allez transformer ce tableau en un graphe. Et là, donc, cette question, vous allez la faire sur du papier millimétrique pour les gens qui ont du papier millimétrique chez eux. Sinon, si vous n'avez pas de papier millimétrique, vous pouvez utiliser une feuille de cahier normale. Donc, vous devez absolument tracer ce graphe et vous allez m'envoyer vos réalisations donc, par image sur WhatsApp, etc. Par la suite, on va déterminer graphiquement l'aréobase, la chronaxie et le temps utile. Ce sont les trois termes dont ils ont cité les définitions sur le document précédemment. Et à la fin, on va déterminer pour le même graphique, sur le même graphique, la zone des excitations efficaces et celle des excitations inefficaces et déduire les conditions nécessaires pour une excitation efficace. Alors moi, j'ai réalisé un graphe, mais qui n'est pas le résultat de ce tableau, donc c'est à partir d'un autre tableau. Je vais vous expliquer et vous allez essayer de faire la même chose avec ce tableau que vous avez ici sur le document. Sur le graphe, vous allez bien entendu mettre sur cet axe l'intensité de simulation en millivolts et sur cet axe la durée de simulation en millisecondes. Et bien sûr que vous devez choisir une échelle qui correspond aux données que vous avez sur le tableau. Alors pour moi, l'intensité maximale que j'ai ici, c'est 120 millivolts. Pour vous, dans votre cas sur le tableau, l'intensité atteint 950 millivolts. Donc vous allez choisir une autre échelle différente de celle-là. Donc là, je rappelle que ça ne représente pas la réponse au tableau précédent. D'accord? La réponse, vous allez la faire vous-même. Et donc, après, on va commencer à noter les différents points. Alors, pour chaque intensité, il y a une durée qui lui correspond. Et donc, l'intersection entre les deux, vous allez mettre un petit point, et ainsi de suite. Donc, pour réaliser à la fin ce qu'on appelle la courbe des seuils d'excitation. La courbe des seuils d'excitation. Ça veut dire que pour toutes ces excitations, là, dans cet intervalle, ici, j'ai la zone d'excitation inefficace. Voilà, la zone d'excitation inefficace. Ça veut dire que, par exemple, pour ce point-là, on va prendre par exemple ce point. Là, quand vous voyez l'intensité, ça correspond à peu près à 35 millivolts. Et je dois maintenir cette intensité pour à peu près 3 millisecondes. Alors, si je ne maintiens pas cette intensité pour 3 millisecondes, eh bien, je n'aurai pas d'excitation. Alors,
Voilà, on va suivre cette ligne. Donc, comme vous voyez, si je ne maintiens pas assez cette intensité, donc je serai dans cet intervalle, voilà, dans ce champ des zones d'excitation inefficaces. Alors, par contre, si pour la même, pour la même excitation 35 et pour le même temps, donc par exemple, là, je lève l'excitation, et bien là, j'entre dans la zone d'excitation efficace. Voilà, on choisit par exemple un autre point. Là, par exemple, on va prendre ce point. Alors, donc vous avez pour 70 millivolts, vous avez à peu près 0,4 millisecondes. Donc voilà, là c'est le seuil. Alors, pour 70 millivolts, donc si je ne maintiens pas cette stimulation pour 0,4 millisecondes, par exemple moins que 0,4 millisecondes, mon point va se localiser ici. C'est toujours 60 millivolts, mais pas assez de temps. J'ai pas atteint 0,4 millisecondes. Et là, donc, mon point, il se trouve dans la zone d'excitation. Par contre, toujours pour 70 millivolts, si je maintiens, par exemple, 70 millivolts, si je maintiens l'excitation pour 1 milliseconde, eh bien, mon point, il sera là. Voilà, donc 70 millivolts pour une seconde. Eh bien, mon point, il est dans le champ des zones, de la zone d'excitation, des excitations efficaces. Donc voilà, et quand je dis efficace, c'est-à-dire c'est une excitation qui va engendrer une réponse au niveau du nerf. Alors, maintenant, ils ont demandé donc de représenter sur le graphe trois termes. Vous avez l'aréobase, et si vous montez en haut sur votre document, on peut lire la définition de l'aréobase, qui correspond à la plus faible intensité d'un courant électrique, qui va permettre d'obtenir une réponse au niveau du nerf. Et là, donc, ma courbe ici, elle est en rouge. Elle est où? La stimulation la plus faible. Est-ce que je vais venir chercher ici en haut ou est-ce que c'est ici en bas? Très bien. Donc c'est là en bas parce que l'intensité de la stimulation, là on part de 0 à 120. Donc ça augmente et du coup on va chercher donc ici. Alors voilà pour ma courbe, la stimulation la plus basse, ça correspond à ce point. D'ailleurs là, ça reste stable. Donc tous ces points que vous voyez ici, ont la même valeur que ce point-là. Et donc, on va faire la projection de ce point ici. Ça correspond à, dans ce cas, 35 millivolts. Et 35 millivolts, dans ce cas, ça représente la réobase. C'est la stimulation la plus faible qui peut donner une réponse au niveau de ce nerf. Alors, par la suite, vous avez le temps utile. Le temps utile, eh bien, c'est très simple. Ça correspond à la durée minimum de passage d'un courant d'intensité égale à la réobase permettant d'obtenir une réponse. Tout simplement, le temps utile, eh bien, ça correspond au temps de la réobase. Voilà. Et là, donc, je fais la projection ici. Donc, ça correspond à peu près à 3 millisecondes. Par la suite, vous avez la chronaxie. Toutes ces définitions, vous les avez en haut dans le document. Alors pour la chronaxie, c'est la durée de passage d'un courant pour une intensité double à la réobase, permettant d'obtenir l'apparition du potentiel d'action et donc la réponse au niveau du nerf. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je prends la réobase, là on avait représenté la réobase au début, donc 35 millivolts. Donc, je vais doubler cette valeur. 35 plus 35, ça correspond à 70. Voilà. Là, j'ai noté 2 réobases, le double de la réobase. Alors, ce double de la réobase, je vais faire la projection sur la courbe, puis je vais refaire la projection sur l'axe du temps. Et là, donc, cette valeur-là, ça correspond à la chronaxie. Là, dans ce cas, c'est à peu près 0,4 millisecondes. Voilà. Donc, la chronaxie, c'est le temps qui correspond au double de la réobase. Alors, j'espère que la courbe était claire. Donc, je rappelle que pour tout ce champ-là, que vous voyez en dessous de la courbe rouge, pour tout ce champ, ça correspond à la zone d'excitation inefficace. Ça veut dire que n'importe quel point ici, l'excitation et la durée ne vont pas engendrer une réponse au niveau du nerf. Ils ne sont pas efficaces. Par contre, dans toute cette zone-là que vous voyez ici, en dessus de la courbe, c'est la zone des excitations efficaces. Ça veut dire n'importe quel point ici, la stimulation qui correspond à un temps donné, eh bien, ça va donner une réponse au niveau du nerf. Voilà, on l'a appelé zone d'excitation efficace. Alors,
Donc, vous allez réaliser, comme j'ai dit précédemment, le graphe que vous allez m'envoyer par la suite. Alors, donc là, l'aréobase de temps utile, la chronaxie, j'ai mis des points d'interrogation parce qu'en réalisant votre graphe, vous aurez des valeurs différentes que ceux que j'ai eu moi sur mon graphe exemple. Alors là, vous allez réaliser le graphe et vous allez essayer de trouver l'aréobase de temps utile et la chronaxie sur votre graphe. Par la suite, sur la question 3. Donc, sur la question 3, vous avez déterminé sur le même graphe la zone des excitations efficaces et celle des excitations inefficaces. Donc, de la même manière, vous allez donc représenter les deux zones que je viens d'expliquer et vous allez déduire les conditions nécessaires pour une excitation efficace. Et là, donc voilà. Un courant électrique doit posséder une certaine intensité pour l'excitation de la fibre nerveuse, mais pas uniquement une certaine intensité, une intensité que nous devons maintenir un temps exact, donc un temps minimum pour cette intensité pour qu'elle donne une réponse. Et là, donc, vous avez les trois termes donc, qu'on a représentés sur les graphes, l'aréobase, le temps utile et la chronaxie. C'est tout pour cette vidéo, dans l'attente de recevoir vos graphiques. Au revoir.